Quand on regarde les actus IA de la semaine, on a l'impression d'un flot d'annonces un peu décousu. Mais en fait, non. Si on gratte un peu la surface, on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout des événements isolés. En réalité, ce sont des batailles qui se jouent sur 4 fronts bien distincts, dans une guerre technologique bien plus large. Alors la question, c'est où est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce que la révolution de l'IA, elle est dans le silicium, au cœur des puces, dans les codes des applis qu'on utilise tous les jours, ou peut-être complètement ailleurs? Eh bien la réponse, comme on va le voir ensemble, elle est un peu complexe, parce que tout ça se passe en même temps, à plusieurs niveaux. Pour y voir plus clair, on va utiliser une image toute simple, la pile IA. Imaginez ça comme un gâteau à 4 étages. Tout en bas, la base, la fondation, c'est le matériel. Juste au-dessus, on a la plateforme, celle qui va distribuer la puissance de l'IA partout, à grande échelle. L'étage suivant, c'est celui des spécialistes, là où l'IA devient experte et s'attaque à des problèmes très, très pointus. Et enfin, tout en haut, c'est l'interface, notre point de contact direct avec cette technologie. Voilà, c'est notre feuille de route pour ce décryptage. Allez, on commence par le commencement, par la base de notre pile, la fondation. C'est vraiment là que tout se joue, au niveau du hardware, des logiciels fondamentaux. Et justement, cette semaine, il y a eu une nouvelle qui est passée un peu sous les radars, mais qui est peut-être la plus stratégique de toutes. Ça nous vient de Chine, d'une alliance entre deux noms, Zhipu AI et Huawei. Alors, de quoi on parle? D'un modèle qui s'appelle GLM Image qui génère des images. Bon, mais le plus fou, c'est pas tant sa performance, non. Ce qui change absolument tout, c'est la façon dont il a été conçu. Il a été développé et entraîné de A à Z sur une infrastructure 100% chinoise. Ça veut dire qu'il est complètement indépendant des puces de Nvidia. C'est bien plus qu'une simple avancée technique, c'est une véritable déclaration d'indépendance technologique. Et là, on voit clairement deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, on a la pile technologique dominante, celle que tout le monde utilise, entièrement construite autour des puces Nvidia et de ses logiciels comme CUDA ou PyTorch, bref, les standards de l'industrie. Et de l'autre, on voit naître sous nos yeux une alternative complète, made in China, bâtie sur le matériel Ascend de Huawei et leur propre logiciel Mindspore. Attention, ce n'est plus juste un projet sur le papier, c'est une réalité qui fonctionne et qui est compétitive. Et cette citation le dit très bien, ce n'était absolument pas un hasard. C'était l'objectif depuis le début. Un objectif stratégique de longue haleine pour atteindre l'autonomie technologique. En fait, ils n'ont pas juste créé un nouveau modèle d'IA, ils ont validé toute une chaîne de production, de la puce jusqu'au logiciel final. Ok, on quitte la fondation pour monter d'un étage. On arrive à la deuxième couche, la plateforme. Et là, on va voir comment les géants de la tech, eux, ils jouent une autre carte, celle de l'échelle, de la distribution de masse pour dominer. Et cette semaine, Google nous a fait une sacrée démonstration de force avec la mise à jour de son modèle vidéo VO 3.1. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce VO? Plein de choses que les créateurs attendaient. On peut maintenant générer une vidéo à partir d'une seule image. On peut créer directement des vidéos au format vertical, parfait pour les réseaux sociaux. Et bien sûr, on peut exporter en haute résolution, jusqu'à la 4K. Ce sont des ajouts très concrets qui rendent l'outil tout de suite beaucoup plus puissant. Mais attention, avoir la meilleure technologie du monde, ça ne suffit pas. Le vrai nerf de la guerre, c'est la distribution. Et c'est là que se trouve la véritable force de frappe de Google. VIO, ce n'est pas juste une petite appli dans son coin. Non, c'est instantanément intégré partout. Dans l'appli Gemini, au cœur de YouTube Shorts, dans les outils pro de Google. C'est une offensive sur tous les fronts. Franchement, personne d'autre aujourd'hui n'a cette capacité de déploiement à une telle échelle. Allez, on continue notre ascension. Troisième étage de la pile, le spécialiste. Là, l'IA arrête d'être un couteau suisse généraliste. Elle enfile une blouse blanche et s'attaque à des problèmes hyper pointus, avec des enjeux énormes. Et on va parler de santé. Et encore une fois, c'est Google qui est à la manœuvre avec MedGemini 1.5. C'est un modèle qui a été taillé sur mesure pour la médecine et ses capacités sont juste dingues. Il peut analyser des données bien plus complexes que du simple texte ou des images. On parle de scanners 3D, de lames de pathologie complètes. Il peut même aller piocher des infos cruciales dans des rapports de labo qui sont, disons, pas très bien rangés. Mais le résultat qui met tout le monde d'accord, c'est dans la reconnaissance vocale. Regardez ce graphique. Il compare deux modèles sur la transcription de dictées de médecins. Whisper, le modèle généraliste d'OpenAI, très connu, il a un taux d'erreur de plus de 28%. C'est la grande barre. Et à côté, MedASR, le modèle spécialisé de Google, il tombe à 5,2%. La différence est juste énorme, ça saute aux yeux. Ce n'est pas une petite amélioration, là on parle d'une vraie révolution pour la fiabilité des dossiers médicaux.
Et si on prend le chiffre autrement, il est encore plus parlant. Ça veut dire que MedASR fait 82% d'erreurs en moins. 82%, c'est juste colossal. Dans un domaine où un seul mot peut tout changer, c'est une avancée qui peut vraiment, littéralement, changer la vie dans les hôpitaux. Et nous voilà arrivés tout en haut de notre gâteau, au sommet de la pile, l'interface. C'est le moment où toute cette technologie super complexe vient à notre rencontre, à nous, les humains. Et cette semaine, on a vu débarquer un nouvel acteur très intéressant sur ce créneau, les lunettes IA de la marque Rokid. Alors, ces lunettes, les Rokid Eyeglasses, elles ne s'en cachent pas, elles visent directement les Ray-Bans de Meta. Elles sont beaucoup plus légères, elles filment en 4K et surtout, point crucial, elles sont ouvertes. Ça veut dire qu'on peut les connecter à différents services d'IA comme ChatGPT par exemple, tout le contraire de l'écosystème complètement fermé de Meta. Mais la vraie nouveauté, la petite touche de génie, elle est ailleurs. Et cette innovation, c'est le paiement, complètement main libre. Le système s'appelle GlassPay et c'est d'une simplicité bluffante. On regarde un QR code avec les lunettes, on tapote sur la monture pour dire oui, c'est bien moi, et hop, c'est payé. C'est typiquement le genre de petite fonction qui peut faire passer un objet du statut de gadget à celui d'outil indispensable au quotidien. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que la révolution de l'IA, ce n'est pas un seul gros truc, une seule grande vague. Non, c'est une bataille qui se déroule sur tous les étages de notre pile, en même temps. En bas, on a la guerre pour l'indépendance stratégique du matériel. Au milieu, on a la lutte pour la domination par la distribution. Plus haut, on a la course à la précision vitale. Et tout en haut, on a l'innovation pour rendre nos interactions plus simples. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Des puces au fond des serveurs jusqu'aux lunettes sur notre nez. Laquelle de ces couches, de ces batailles, aura finalement le plus d'impact? Laquelle va vraiment définir notre avenir technologique? La course est plus que jamais lancée, et honnêtement, la réponse est encore loin, très loin d'être écrite.